Bienvenue à Planète Terre. Cette semaine à l'émission, 3 sujets qui vont vous intéresser, nous l'espérons. D'abord, l'Afrique et le foot. Vous le savez peut-être, c'est cette année en Afrique du Sud, pour la première fois sur le continent africain, que se déroulera à l'été la Coupe du monde de football, ou comme on dit ici, de soccer. Alors, nous allons discuter avec Muntaga Diagne de l'engouement des Africains pour le soccer, de ce que ça représente d'avoir cette Coupe du monde en Afrique du Sud et des tensions aussi politiques que ça crée entre des pays africains. Ensuite, on se déplace au Chili. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a quelques semaines, une élection a porté au pouvoir pour la première fois depuis 20 ans un parti de droite, un parti où il y a des gens qui ont des liens, ténus peut-être, mais des liens quand même avec Augusto Pinochet, qui est décédé il y a maintenant 4 ans. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ces 20 ans de démocratie? Qu'est-ce que ça signifie, ce retour de la droite au pouvoir? Quelle sorte de droite est-ce que nous avons devant nous? Est-ce que c'est une droite néoconservatrice ou est-ce que c'est une droite plutôt européenne? Nous en discutons avec 3 invités. Jorge Pantaleon, anthropologue, Cynthia Milton, historienne, et Ryan Condesa, une doctorante à l'Université de Montréal qui a été journaliste au Chili ces dernières années. Et finalement, nous allons parler du film Avatar, le film le plus lucratif de l'histoire. Est-ce que ce film est un film politique? Eh bien, c'est ce que pensent beaucoup de critiques, notamment américains, qui voient une dénonciation de l'Amérique, du militarisme. Alors, on va discuter avec Christine Fréchette, qui nous fera une revue de presse de la critique politique du film Avatar. Nous sommes de retour. Nous allons parler dans ce segment derrière le bruit, du bruit des ballons de soccer, ou comme on le dit ailleurs qu'en Amérique du Nord, des ballons de foot, parce que cette année, on va entendre ces ballons en Afrique, où aura lieu, en juin et juillet, la Coupe du monde de soccer, et c'est un événement très important pour les Africains. Et pour en parler, j'ai avec moi notre invité, Muntaga Diagne. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci Jean-François de m'avoir invité. Alors Muntaga, vous êtes chargé de projet au Réseau francophone de recherche sur les opérations de paix, une unité du CIRIUM. Vous êtes chercheur, vous êtes chargé de cours également. Parmi vos dernières publications, Décentralisation et participation politique en Afrique, le rôle des confréries religieuses, intéressant, dans la gouvernance locale au Sénégal, qui est votre pays d'origine. Tout à fait. Mais comme beaucoup de Sénégalais et beaucoup d'Africains, vous êtes un passionné de soccer, alors vous allez nous apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. D'abord, le soccer n'est pas une invention africaine, non. Mais pourtant, c'est un sport qui est très, très populaire. Pourquoi? Comment ça s'est produit? Alors, l'engouement pour le soccer, comme on a l'habitude de le dire en Amérique du Nord, ça s'explique d'abord par le jeu en lui-même, la facilité du jeu. C'est un jeu qui est accessible à tous les Africains. Il s'agit juste d'avoir un ballon de foot et puis de jouer. L'équipe peut être à 11. En fait, les règles du football, on demande 11 équipes de chaque joueur. Mais c'est vraiment relativement facile. Alors, il y a cet attrait du jeu qui est disponible pour les pays africains. Est-ce qu'on peut dire que c'est le jeu le plus populaire en Afrique? En Afrique, on peut forcément le dire, oui. Et quel serait le deuxième? Le deuxième, il y a l'attrait de la lutte. Au Sénégal, par exemple, il y a la lutte populaire, la lutte traditionnelle, qui ne demande pas vraiment d'équipement, etc. On a aussi le basket. Les sports collectifs, habituellement, occupent un attrait très, très fort dans les pays africains. Alors, il y a jusqu'à récemment, donc il y a des équipes africaines qui ont participé au mondial. Ouais. Jusqu'où est-ce que l'Afrique s'est rendue dans les séries éliminatoires? Alors, ce qui est particulier, c'est que la première équipe africaine qui s'est qualifiée pour une Coupe du Monde remonte déjà dans les années 30. C'était en 1934. Et c'était l'Égypte. Alors, dans ce temps-là, l'Égypte a été éliminée assez tôt. Mais l'équipe africaine qui s'est rendue le plus loin, c'est vraiment le Cameroun. Dans les années 90, le Cameroun a réussi l'exploit en 1990 de battre l'Argentine de Diego Maradona par 1-0. Alors, ce qui fait que ça a donné un engouement vraiment pour ce sport africain. Ce qui a aussi permis de voir aux yeux du monde une équipe vraiment chatoyante qui savait jouer au ballon et qui était aussi très très solide en matière d'équipement. Alors on a le Cameroun en 90 et puis par la suite 2002 on retrouvait le Sénégal qui, comme 12 ans plus tôt, a réussi à battre une équipe
compétitive, une équipe championne du monde pour le premier match de la Coupe du Monde. C'était le Sénégal qui avait battu la France en 2002. Et ça a aussi commencé à changer un peu les mentalités au niveau des fédérations. Avant, il y avait 2 équipes africaines qui pouvaient justement participer aux phases finales de Coupe du Monde. À partir de 90, juste après que le Cameroun s'est rendu jusqu'en quart de finale, on a eu de la part des fédérations des pressions de la Coupe Confédération africaine FACRI, africaine de football, pardon, qui est en fait la fédération africaine au niveau local. Alors, des pressions pour augmenter le nombre d'équipes africaines éligibles aux éliminatoires. Aux éliminatoires. Et puis maintenant, il y en a? Il y en a 5. Mais pour cette Coupe du Monde, il y aura encore une particularité, c'est que c'est l'Afrique du Sud qui organise, en tant que pays organisateur. Son équipe a droit à participer. Son équipe a droit à participer, plus le quota des 5 représentants. Donc, il y en aura 6 sur combien au total? Sur 32 équipes. Sur 32 équipes. Oui. Bon. Alors, on va parler de l'Afrique du Sud dans un instant, mais il y a une autre particularité, c'est que même si les équipes africaines ne se rendent pas, disons, en semi-finale ou en finale, il y a des Africains qui s'y rendent et donc, il y a une identification des Africains pour certains de leurs joueurs. Tout à fait. Expliquez-nous comment ça se passe. Alors, il y a ce phénomène des binationalités qui est assez fréquent, assez fréquent beaucoup plus dans l'équipe de France. On a l'habitude de revoir des équipes dont les joueurs sont africains d'origine. Alors, ils ont soit vécu dans le pays, pour la France, on connaît un peu les relations entre l'ancienne métropole coloniale avec ces pays africains. Alors, cette identification, elle s'explique d'abord par les stars africaines, les stars d'origine africaine qu'on retrouve dans les championnats français, dans les grands clubs européens, etc. Pour n'en nommer que certains, vous avez par exemple Zinedine Zidane, qui est bien connu, qui est d'origine algérienne. Vous avez également Patrick Vieira, qui était d'origine sénégalaise, alors qui ont fait les beaux jours de l'équipe nationale de France. Alors cette identification, ça participe par rapport à une volonté de voir que effectivement, les joueurs africains savent jouer au football et sont bien perçus dans une équipe étrangère. Et donc, quand la France a gagné la Coupe du Monde, donc pas la dernière fois, en 98, les Sénégalais considéraient que c'était à peu près leur équipe aussi. Considéraient que c'était leur équipe et montraient aussi par leur joie, par leur engouement que même si une équipe africaine ne pouvait pas se rendre aussi loin, il y avait dans la majeure partie des équipes des joueurs africains qui faisaient les beaux jours. Alors effectivement, le Sénégalais était content autant que le Camerounais. Est-ce qu'il y a des cas où un joueur africain peut jouer dans son équipe pendant des éliminatoires, son équipe est éliminée et ensuite il passe dans une équipe française, par exemple? C'est possible? Non, parce que la FIFA a instauré... La FIFA, c'est la Fédération internationale du football amateur. Amateur, tout à fait. Elle a instauré des règles stipulant qu'en fait, que jusqu'à 21 ans, une équipe peut être sélectionnée dans une équipe étrangère, dans une équipe française, anglaise, etc. Un joueur, donc. Un joueur, tout à fait. Et puis à partir justement de 21 ans et plus, une fois qu'elle a été sélectionnée dans l'équipe nationale, l'équipe de la sélection A, elle ne peut plus faire un autre choix. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas jouer à partir de 22 ans pour la France et puis après revenir pour choisir de jouer pour le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Donc il faut choisir. Il faut choisir, effectivement. Alors, la Coupe du Monde n'avait jamais eu lieu en Afrique, avait failli avoir lieu en Afrique, une voie de différence dans le choix de l'Allemagne, et ensuite la FIFA a décidé que c'était le temps du continent africain et seulement des pays africains pouvaient être candidats pour la Coupe du Monde de 2010. Alors donc, il y a eu une course à l'interne. Comment ça s'est produit? Alors, ça s'est arrivé justement lors des voix de 2006 en Allemagne. L'organisation était vraiment partagée entre la candidature de l'Allemagne et la candidature de l'Afrique du Sud. Et beaucoup de pays, beaucoup de fédérations militaient pour l'Afrique du Sud. Justement parce que trouvaient que le symbole, non seulement le symbole, mais aussi l'expérience en matière d'organisation d'autres compétitions, plaidait en sa faveur. Mais pour différentes raisons, c'est l'Allemagne qui a été choisie. Et ça fait un peu un tort, on va dire, au niveau international, parce que avant ça, il y avait la Coupe du Monde
de 2002 qui était organisée en Asie, mais auparavant, vous aviez encore des Coupes du Monde qui étaient fréquemment organisées en Europe. Et l'Afrique n'avait jamais accueilli. C'était une belle opportunité pour l'Afrique du Sud. Ce qui fait qu'à partir de cette date, à partir de 2006, la FIFA a choisi un système de rotation. C'est-à-dire qu'au niveau de tous les continents, vous avez en fait 5 fédérations qui chapeautent justement l'organisation continentale. Et à tous les 4 ans, il y a un système de rotation qui fait que l'Afrique va organiser. Le prochain mondial, ça va être organisé en Amérique du Sud. Alors, ça va être une équipe, soit le Brésil ou l'Argentine, qui va pouvoir l'organiser. D'accord, mais au sein de l'Afrique, donc il y avait plusieurs pays candidats. Oui. Alors, est-ce que ça a été une compétition amicale ou est-ce qu'il y a eu des déchirements? Alors, à ce niveau-là, justement, il y a eu certains déchirements puisque, comme on l'a dit, l'Afrique du Sud était sur le point de le remporter avec l'Allemagne. L'Égypte a remis sa candidature, mais par la suite, je pense qu'elle a été battue. Je pense que c'est la Tunisie qui a retiré sa candidature, la Libye aussi. Le Maroc, en tant que tel, avait une belle chance de la remporter. Mais, donc, on voit que c'est le nord de l'Afrique et le sud de l'Afrique. Et le sud de l'Afrique. Alors, justement, qui amène à poser la question, et ça amène aussi à poser la question, est-ce qu'une équipe de l'Afrique subsaharienne a les potentialités d'organiser? Je vous dirais que non, tout simplement parce que ça demande une forte logistique, ça demande une structuration très à point. Alors, à la fin, donc l'Afrique du Sud a gagné. Est-ce que les Africains qui ne sont pas d'Afrique du Sud se rallient à ce choix-là? Est-ce qu'ils trouvent que l'Afrique du Sud représente bien l'ensemble de ce continent très, très pluriel? Bonne question. Je vous dirais qu'en fait, pour la majeure partie, les géants étaient quand même assez déçus qu'il n'y ait pas de représentation d'Afrique subsaharienne, proprement dite. Mais que le choix de l'Afrique du Sud répond quand même d'un consensus général et les gens sont contents que l'Afrique du Sud organise la Coupe du Monde en 2010. Alors, ils investissent énormément. Ils doivent construire 5 stades à temps pour le mois de juin prochain. Plus d'1 milliard de dollars d'investissement seulement sur les stades, sans parler des liens ferroviaires, etc. Il y a eu des hésitations au cours des derniers mois, une grosse grève sur un des chantiers, à savoir est-ce que l'Afrique du Sud serait prête. Ça, on connaît ça à Montréal parce qu'on l'a connu en 1976. Est-ce que le Montréal serait prêt? Est-ce que le stade serait prêt? Oui, le stade, mais pas le toit. Alors, comment ça se passe? Souvent, en fait, il y a toujours cette petite crainte qui fait que est-ce que l'équipe ou la ville, les pays qui est choisi a les potentialités, va être prête. On a eu aussi des pressions qui sont arrivées d'autres pays étrangers qui disaient que finalement l'Afrique du Sud non seulement n'a pas une équipe compétitive, mais avec ce choix des stades qui est toujours en retard, des retards qui sont fréquemment rapportés comme vous l'avez mentionné, il faudrait un plan B pour qu'il y ait justement une autre équipe qui, au cas où on se rend compte dans quelques mois que l'Afrique du Sud n'a pas les potentialités, pour qu'elle puisse l'organiser. Un autre pays qui pourrait l'accueillir. Alors, l'Afrique du Sud a invité justement tous les sceptiques, a invité le président de la fédération de la FIFA justement à venir voir les travaux. Et à ce niveau, il y a une campagne vraiment de charme pour montrer outre au niveau de logistique, vraiment l'aspect touristique et l'aspect vraiment organisationnel, qu'on sera prêt dans les délais. Est-ce que c'est convaincant? Je dirais que ça reste encore à prouver. Et puis l'affaire togolaise, dont on aura certainement l'occasion de parler. Parlons-en tout de suite. Donc, il y a eu un incident important, violent, avec l'équipe du Togo qui était en Angola. Racontez-nous ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à 2-3 jours de la veille de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, qui est une organisation qui se fait tous les 2 ans. Et qui donne donc la meilleure équipe africaine en soccer cette année-là. En soccer, oui, qui a le droit de remporter. En fait, c'est une organisation au niveau continental. Alors, à la veille des matchs officiels du premier match, le bus togolais qui ramenait les joueurs qui étaient dans justement les matchs préparatoires a été attaqué, mitraillé
par, justement des rebelles angolais. Alors, il y a eu on rapporte 3 morts, dont un blessé grave, un gardien. Et à la suite de cet incident, justement, l'équipe togolaise a pris la décision de se retirer. Il y a eu vraiment pas mal d'atermoiements, pas mal de problèmes en disant effectivement est-ce qu'on allait se retirer. Le joueur Emmanuel Adebayor, qui est une figure très connue puisqu'il joue dans le championnat étranger en Angleterre, a pris sur lui, a fait plein de déclarations pour dire que son pays en lui-même était attaqué. Il y avait des problèmes de sécurité non seulement sur le site, puisque Cabinda est une enclave vraiment entre l'Angola et cette frontière entre la République démocratique. Et ce sont des militants qui militent pour et qui se battent donc pour l'indépendance de Cabinda, qui ont attaqué, disent-ils, les troupes angolaises régulières qui protégeaient le bus. Le convoi. Mais la question, c'est est-ce qu'ils protégeaient vraiment? Est-ce qu'il y avait suffisamment de sécurité? Alors, ce que justement les joueurs togolais ont rapporté, c'est qu'il y avait vraiment un problème sécuritaire à Cabinda. Alors, ils étaient mal organisés à ce niveau-là. Quelques jours après, justement, ce mitraillage, il y a eu vraiment une volonté de la Confédération africaine de football de montrer que le site était sécuritaire. Et puis là, il y a eu tout un chambardement. Mais quel impact ça pourrait avoir sur l'Afrique du Sud? C'est la question de la sécurité des athlètes pendant le jeu. La question de la sécurité qui a été posée par justement les clubs qui avaient des joueurs africains qui jouaient justement en Coupe d'Afrique. La question qui se pose, c'est que ça revient quand même pas mal, la question sécuritaire. Je pense que ça participe aussi à une volonté d'avoir des assurances de la part de l'Afrique du Sud qui, comme on le sait, dans certaines villes où les townships, le taux de criminalité est assez important. Moi, je vous dirais que quand même, l'Afrique du Sud a l'habitude d'organiser ce genre de compétition. Alors, elle s'est bien préparée. Je suis quand même assez optimiste par rapport à ça. Dans le cas particulier de l'Angola, je pense qu'il y avait un problème qui se posait par rapport au choix de Cabinda. Comme lieu pour recevoir les équipes. Alors, le temps nous manque. Je vais vous poser la question qui intéresse beaucoup d'Africains, et nous également. Y a-t-il une équipe parmi les 6 qui participent cette année, une équipe africaine qui peut penser se rendre en 8e, en quart, en semi-finale, en finale? Alors, s'il fallait faire un pronostic, moi je dirais que le Cameroun a beaucoup de chances d'aller jusqu'en demi-finale. Au risque de faire quelques émules, je ne pense pas qu'une équipe africaine est prête à remporter la Coupe du Monde. Tout simplement parce que là encore, il y a quand même toujours au niveau du jeu, le jeu africain peut rivaliser avec n'importe quelle équipe. Mais au niveau des stades finales, ce qui prédétermine le résultat, c'est vraiment la rigueur, la discipline. Et à ce niveau-là, il y a toujours des problèmes, je dirais, en matière de coordination, en matière de primes, qui prévalent toujours dans le cadre des sélections. Et donc, si le Cameroun se rendait en demi-finale, ce serait vu comme une grande victoire par les Africains? Je pense que ce serait une désillusion parce que quand même, la population africaine s'attend à qu'il y ait une équipe africaine qui gagne. Alors, au-delà de la victoire, je pense que ça sera une défaite. Mais s'ils font un bon tournoi, je pense que quand même, les gens se rallieront derrière. Muntaga Diagne, vous avez choisi une plage musicale pour illustrer notre propos. Oui. Viva l'Algérie du groupe Milano. Pourquoi? Parce que l'équipe d'Algérie est une belle surprise. C'est sa 3e participation dans les phases finales de la Coupe du Monde. Elle n'était pas attendue. La dernière participation remonte en 86. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Viva Algérie, ça montre justement cette 3e participation-là. Et l'équipe d'Algérie peut causer, je pense, une surprise. Ça a été une belle surprise qu'elle s'est qualifiée. Je pense que à ce niveau-là aussi, au niveau de la page musicale qui montre justement l'attrait et puis la volonté du joueur algérien. Exactement. Muntaga Diagne, je rappelle que vous êtes chargé de projet au réseau francophone de recherche sur les opérations de paix, chercheur et chargé de cours. Merci beaucoup de nous avoir expliqué ce qui va se passer en Afrique et on va se revoir pendant l'année pour suivre les développements. Et on écoute, grâce à vous, Viva l'Algérie du groupe Milano.
de retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cerium. Et cette semaine, en profondeur, nous allons parler du Chili. Vous savez qu'il y a eu une élection historique le 17 janvier. Pour la première fois en 20 ans de retour à la démocratie, un parti de droite a remporté l'élection présidentielle. Donc, c'est une étape importante. C'était aussi la première élection à se dérouler depuis le décès d'Augusto Pinochet en 2006. Un personnage qui a évidemment laissé planer son ombre, non seulement sur la période où il dirigeait de main de fer ce pays après le coup d'État qu'il avait dirigé, mais qui a laissé son ombre sur toute la vie du Chili. Alors cette semaine, avec 3 invités, nous allons non seulement regarder l'impact de cette élection, mais essayer de, en profondeur, s'interroger sur l'évolution de la société chilienne au cours de ces 20 dernières années. Alors d'abord, Jorge Pantaleón, merci d'être là, Jorge. Vous êtes professeur en anthropologie à l'Université de Montréal. Cynthia Milton, historienne. Cynthia, merci d'être avec nous. Vous êtes aussi titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire des Amériques. Et une invitée spéciale, Rayane Condesa, merci d'être avec nous. Rayane, vous êtes professeur à la faculté des communications de l'Université catholique du Chili. Vous avez été réalisatrice, journaliste pendant plusieurs années et en ce moment, vous êtes boursière de la présidente de la République au sein de notre département de communication à l'Université de Montréal. Alors, je me tourne tout de suite vers l'historienne et Cynthia, vous êtes aussi une spécialiste des questions de mémoire et de réconciliation après des traumatismes politiques et c'est bien de ça qu'on parle au Chili avec le coup d'État de 1973. Comment est-ce que les Chiliens ont vécu leur transition post-dictatoriale, c'est-à-dire depuis le départ du pouvoir de Pinochet il y a 20 ans, son décès en 2006 et cette élection. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. D'accord, les dernières 20 ans, en 2 minutes. En 2 minutes. Alors, il y avait le référendum de 1989 dans lequel s'était posé la question à la population chilienne, est-ce que vous aimeriez que Pinochet continue, est-ce qu'on termine avec ça? Et la majorité ont voté non, on ne veut pas continuer avec Pinochet. Donc, quelles sont les séquelles de ce référendum jusqu'à nos jours? Quel est l'héritage de Pinochet? Je crois que c'était important que le premier président, après la transition, Patricio Aylwin, son premier acte, c'était un acte symbolique d'aller inviter les familles des disparus, les femmes, de danser la cueca sola sur l'étage de le stade national. De danser la cueca sola, ça veut dire une danse nationale dans laquelle les partenaires, les hommes, les fils ont été disparus. Donc ça, c'était... Donc ça, c'est dans ce fameux stade donc, où beaucoup de gens ont été d'abord emprisonnés et exécutés. Oui. Et le premier président dit, venez danser cette danse. Pourquoi? Quel est le symbole? Oui, donc, où sont nos hommes? Où sont les disparus? Qu'est-ce qui s'est passé pendant la dictature de Pinochet? Et ces questions sont encore présentes aujourd'hui. Tout le monde veut savoir plus. Tout le monde veut que l'État prenne sa responsabilité de ces années. Donc, il y avait la commission de Rettig, une commission de vérité pour savoir plus. Ça, c'était seulement pour les gens qui étaient disparus. Mais qu'est-ce que se passe avec toutes les personnes qui étaient torturées par l'État? Il y a 3200 morts ou disparus, oui. Mais un nombre encore plus important de gens torturés. Oui, exactement. Donc, en 2005, il y avait une deuxième commission de vérité, la commission de Wallersh, il y avait plus que 35 000 personnes qui avaient raconté leurs expériences de la torture. Donc, nous parlons d'une société fortement touchée par la violence de Pinochet. Donc, comment est-ce que dans cette société, nous pouvons voir une division de quasi moitié en faveur de Pinochet, quasi moitié contre Pinochet? Et si on voit... Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on peut dire qu'elle est divisée? Mais oui, comment est-ce qu'on mesure ça, moitié-moitié pour contre Pinochet? On peut prendre des dernières élections comme un exemple, ou les élections avant. Depuis le référendum, il y avait des élections dans lesquelles la gauche, ou la concertation, qui est un groupe de centre et gauche, n'avait jamais gagné une majorité. Et c'était toujours un peu plus élevé que la droite. Et c'est aussi aujourd'hui le cas dans les dernières élections que les droites avaient gagné, mais pas par une forte majorité. Oui, alors 51%. Mais est-ce qu'il ne faut pas faire une distinction lorsqu'on demande aux Chiliens leur opinion sur les politiques économiques de Pinochet, ils sont plutôt favorables,
Mais si on leur demande sur l'ensemble de l'œuvre ou certainement sur les exactions aux droits de l'homme, je ne peux pas croire que c'est 50-50. Oui, ça dépend parce que c'est vraiment mêlé avec les sentiments de est-ce que les abus de les droits de l'homme étaient nécessaires pour avancer économiquement dans le pays. Si est-ce qu'on prend ce principe que c'était un coût à payer pour avancer, bon, ça va influencer la réponse de la personne, évidemment. Donc, mais la question est, qu'est-ce que se passe avec ces mémoires pour les gens? Est-ce que ça va être... Est-ce que ça va prendre la place publique? Est-ce qu'il y aura des manifestations pour le droit de l'homme? Est-ce qu'il y aura des monuments? Et je crois que ce mouvement va continuer comme dans les dernières 20 années. Si le judiciaire continue avec ses enquêtes contre les responsables de ces actes de violence dans un autre système de la droite, ça veut dire qu'il y a une séparation de la judiciaire et du le pouvoir gouvernement. Politique. Donc, un des et tests, donc, ça sera un test important. Parce que sous le nouveau président Piñera, il y aura une poursuite des mises en accusation, par exemple des militaires. Certains ont été mis en accusation récemment, ces derniers mois. Mais il y a quand même une chose qui ne peut plus jamais être résolue, c'est une condamnation d'Augusto Pinochet lui-même. Il y a eu plusieurs tentatives. C'était un processus assez long de lui enlever son immunité. Mais maintenant, il est mort en 2006 sans jamais avoir payé. Dans ce sens. Mais sa réputation a été fortement tachée. Et ça peut être au moins quelque chose. Alors, je me tourne vers l'anthropologue. Alors, on sait, donc, l'ombre de Pinochet, ça a été bien décrit, c'est encore présent, ça n'est pas complètement résolu. Maintenant, comment est-ce que le reste de la société a évolué pendant ces 20 ans? Je crois que d'un côté, deux chiffres nous montrent un peu, synthétisent cette évolution, et c'est un peu contradictoire dans ce sens-là. Côté une croissance économique permanente par rapport à des autres pays de l'Amérique latine, justement les pays dans lesquels ils ont été des centres parfois des crises économiques à long terme, au Mexique, 82, l'Argentine, donc. Et Chili, toujours, il y a eu, c'est pas seulement cette croissance, mais aussi la durabilité et certaines stabilité économique. Tout cela impacte aussi en termes pour la création d'un consensus plus ou moins durable aussi en termes en niveau politique. Donc, d'un côté, j'ai dit deux chiffres. La première, c'est une croissance de 5,5 à peu près chaque année durant les dernières années. Donc, c'était vu comme justement une partie de cet accord entre une droite et une gauche, un centre-gauche. À tel point que le Chili est le premier État d'Amérique du Sud à pouvoir entrer dans l'OCDE, le club des pays industrialisés. C'est en train de se faire. Exactement. Cette croissance est due, entre autres, à une ouverture presque totale en termes de politique économique face à des échanges des accords de libre-échange, pas seulement avec les États-Unis, avec plusieurs pays de l'Europe, en Chine, maintenant avec le Japon. Avec la Chine, le premier entente de libre-échange que la Chine fait à l'extérieur de l'Asie, c'est avec le Chili. Certainement, les Japon, la Corée du Sud. Donc, il y a une économie d'exportation qui s'est déjà mise en place depuis l'époque de Pinochet, mais qu'il y a eu une mise à jour toujours, et que ça crée une élite économique assez importante aussi en termes de repositionnement au niveau de l'ensemble des pays de l'Amérique latine, des avantages aussi, et de l'autre côté, au niveau mondial. Donc, c'est un modèle exportateur, on dirait, néolibéral ou libéral, qui a pris un modèle national à la fois. C'est une réappropriation nationale avec une forme culturelle aussi, avec des questions qui se sont reliées à l'ouverture à la scène internationale. Léon, comment les Chiliens se voient-ils? Je sais que vous êtes argentin d'origine. On dit souvent les Argentins se voient un peu comme des Européens. Est-ce que les Chiliens, 20 ans après le départ, la première élection, ils se voient comme quoi? Des Latino-Américains, des citoyens du monde? Quelle est leur perception d'eux-mêmes? Oui. Première question, c'est pas une réponse si simple, mais simple dans le sens que c'est pas justement, on parle d'expression divisée en termes politiques. Bon, s'il y a plusieurs modèles, il n'y a pas une forme dans laquelle les Chiliens se regardent. Un modèle puissant qui devient, avec justement cette expression politique de Piñera et la droite, c'est que les Chilis se différencient du reste parce que ce sont un peu l'économie moderne. Ce sont eux qui ont réussi. Et ça, on ne le voit pas nécessairement dans les discours des élites, sinon que ça
ça commence à être popularisé, on dirait, dans certains... Oui, la modernité. Nous, Chiliens, nous sommes les modernes en Amérique. Il y a des entreprises qui fonctionnent, même s'ils sont privatisés, ils sont efficaces d'un sens, même s'ils sont vraiment chers par rapport, si on voit, c'est pas que tout le monde accède à ce type de... Mais cette idée de modernisation, d'efficacité, il y a eu une continuité, qu'on le voit à long terme, et ça impacte dans les comportements, c'est une des visions. L'autre, il y a une vision plus critique, certainement, mais aussi, on appartient au monde de l'Amérique latine, surtout avec les derniers gouvernements, de dire, bon, on a plus ou moins un projet commun des solidarités, d'une autre forme de circulation des biens, mais ça, c'était assez timide encore. De toute façon, ces deux modèles, aussi des représentations de qu'est-ce que ça veut dire de Chili, c'était important. Une des choses qui peut-être s'était changée, c'était que Chili, comme l'Argentine et les autres pays en Amérique latine qui sont suivis des dictateurs, c'était un nationalisme militaire, on dirait, cette vision nationale qui c'est la frontière qui nous importe, et l'autre, ça devient un adversaire, un ennemi. Et entre autres, on dirait, on est des Chiliens parce qu'on n'aime pas les Argentins ou les Péruviens. Ça, je crois que ça, c'est encore sensible, mais... en régression. Oui, en régression par rapport à une autre forme de considération de la modernité, du Chili comme moderne. Alors, on va parler de la nouvelle génération, parce qu'en 20 ans, on voit évidemment des gens qui n'étaient pas nés lorsque Pinochet a fait son coup d'État, qui n'étaient pas nés même lorsque Pinochet a permis une élection présidentielle. Alors, Ryan Condesa, parlez-nous de cette nouvelle génération de Chiliens. Qu'est-ce qu'ils apportent de différent? Et est-ce qu'il y a une continuité ou une rupture par rapport à la génération précédente? En effet, il faut dire que le Chili, tout d'abord, un tiers de sa population a moins de 18 ans. Donc, nous sommes un pays, en quelque sorte, qui peut être façonné par rapport à différents discours. Ça, c'est très intéressant du point de vue politique. Ensuite, nous avons effectivement, pour la première fois, les personnes qui ont plus de 18 ans qui ont voté dans cette élection et qui, curieusement, ne se sentent pas interpellées par le modèle traditionnel que nous avons hérité depuis le référendum et qui a aussi expliqué le coup d'État en lui-même, qui est celui des partis politiques traditionnels. Ça veut dire qu'une forte critique de ces jeunes envers certaines des pratiques, les manières de faire la gestion des politiques publiques de la part des jeunes, et je dis là très bien de part et d'autre. D'ailleurs, l'exemple de cela est l'organisation des adolescents qui ont voté donc, dans cette élection l'année 2006, qui se sont rassemblés, même si quelques-uns ne militaient pas dans les partis politiques, de n'importe quelle couleur, pour lutter ensemble, plus de 1,5 million de jeunes pendant 3 mois, en faveur de l'éducation, de la qualité de l'éducation publique. Alors, on rencontre un nouveau discours de la jeunesse, qui est plutôt un discours qui cherche l'honnêteté, un message direct, et de ce point de vue-là, un des péchés, si vous voulez, de début de la concertation de Parti pour la politique cette fois-ci, a été d'être capable de maintenir le pays en paix, de retourner à la démocratie, mais lorsqu'ils se regardent eux-mêmes, ne pas décider leur candidat à cette présidentielle d'un point de vue démocratique. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de primaire, il n'y a pas eu d'élection du chef de l'intérieur. Ils sont allés chercher l'ancien président, il faut expliquer pour les auditeurs. Michelle Bachelet, la présidente sortante, avait fait 2 mandats, c'est un maximum selon la Constitution, est extrêmement populaire, 80% de bonnes opinions, mais il fallait un autre candidat. Eduardo Frei, qui est l'ancien président, qui avait été président auparavant, est redevenu candidat. Bon, il n'est pas extrêmement vieux, 69 ans, mais il ne pouvait pas incarner le changement. Et le changement, c'était important pour cette jeunesse et pour le Chili cette année? Oui, il faut dire tout d'abord qu'après une réforme, les mandats sont de 4 ans. Donc, Mme Bachelet devrait passer ces 4 ans d'attente pour se présenter de nouveau. Et effectivement, ce qui s'est passé dans les non-primaires, c'est qu'il y a eu une forte critique de l'intérieur de la concertation. Et nous assistons pour la première fois en 20 ans à une éclosion d'une concertation qui avait protégé cette démocratie, qui avait lutté toute cette jeunesse. 46% des personnes qui ont voté pour le non étaient des jeunes. Tandis qu'au fur et à mesure que les élections présidentielles se succédaient, cette jeunesse ne participait plus
mais en même temps, elles participaient ailleurs. Elles participaient dans les réseaux sociaux, elles avaient leur propre blog. Ils étaient dans la sphère publique autrement, en train de critiquer ce manque de cohérence entre ceux qui avaient lutté, même quelques-uns donné leur vie pour cette démocratie si chère. Et maintenant, lorsqu'il fallait retourner à ces élections, on n'était même pas capable nous-mêmes d'être démocratiques. Et là, nous-mêmes, parce que je m'inclus, évidemment. Et là, donc, du moins à gauche, ce mécontentement de la nouvelle génération s'est porté sur un candidat qui s'est écarté de la concertation, qui est Enriquez, aidez-moi, Ominomi. Enriquez Ominomi. Qui, lui, un peu à la Ségolène Royal ou à la Obama, a dit, bon, ben, moi, des vieux bons de la concertation, ça ne m'intéresse pas, je vais être moi-même candidat. Et il a porté une partie de cet espoir. C'est bien ça. C'est un jeune spécialiste en communication. C'est un cinéaste formé en France, marié à une célébrité de la télévision qui accompagne tous les matins les Chiliens dans la chaîne publique, qui est une personne très, très proche du Chilien, de ce type d'audience aussi, et qui en plus est dans un reality le soir. Donc c'est une personne en plus très médiatique et très frontale, très, très, très directe, qui a critiqué en tout temps autant Piñera que Frei comme quelque chose qui est la même chose. Ça veut dire... mais quand même... Et qui a obtenu 20% des voix au premier tour de l'élection. Donc c'est quelqu'un qu'on devrait regarder pour la suite des choses, n'est-ce pas? Absolument. C'est quelqu'un qui a déjà annoncé la création de son parti. C'est quelqu'un qui a bouleversé les propres discours de la jeunesse, puisque pour être candidat, il a dû rassembler plus de 40 000 signatures. Il les a carrément obtenu très rapidement. Donc le temps presse. Alors, on va parler du vainqueur pendant la minute qui nous reste. Sébastien Piñera. On dit parfois que c'est le Berlusconi chilien parce qu'il possède, comme Berlusconi, une chaîne de télévision. C'est un milliardaire. Il a fait fortune avec les cartes de crédit. Mais, Cynthia, est-ce qu'on a raison de dire que même s'il dirige un parti de droite, ce n'est pas, d'abord, c'est pas Berlusconi, mais ce n'est pas George Bush, c'est Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, il s'est réclamé plutôt de Sarkozy. Donc, c'est pas... Est-ce que c'est un néoconservateur ou plutôt un homme de droite, comme les Français ont des hommes de droite qui ne sont pas ultra-libéraux? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je ne peux pas caractériser son personnage très bien, mais ce que je peux dire, c'est sa parti politique, c'est une coalition aussi. Donc, même si il est le candidat de la droite, il représente plusieurs groupes de droite. Donc, il y a l'extrême droite qui vont être plus liés au Pinochet, les mémoires de Pinochet, et la droite qui va être plus centrée. Non? Et donc, même s'il est la tête de cette coalition, il faut qu'il négocie avec tous ses membres. Et après, il a dit qu'il voulait faire comme Sarkozy et aller de l'autre côté. Et comme Sarkozy à Bernard Kouchner, par exemple, un ancien socialiste comme ministre des Affaires étrangères, lui veut avoir des anciens membres de la coalition, de la concertation de gauche, comme ministre. Est-ce que d'après vous, c'est envisageable dans un pays comme le Chili? C'est possible, peut-être c'est ce qu'on envisage. Je ne suis pas un spécialiste dans de faire aussi de penser l'avenir politique immédiat en termes de stratégie ou de tactiques des groupes politiques, mais c'est ce qui se pense. On sait que sa source, c'est plus la démocratie chrétienne. Donc, c'est... Entre autres, c'est la partie de la concertation, un des moitiés. Bon, maintenant, il a perdu de poids dans la concertation, mais qui peut-être ce qu'on voit, il va essayer aussi pour désamorcer un peu la concertation, mais aussi pour incorporer justement, pour trouver sa propre force, incorporer des gens de la démocratie chrétienne, c'est possible. Mais je disais pour revenir à l'image de qu'est-ce que ça veut dire Piñera pour... la comparaison avec Berlusconi, en général, c'est une accusation. Jamais personne, je crois, aimerait s'identifier, surtout maintenant, avec Berlusconi. Il sera justement une vision plus de dire, bon, je suis plus Sarkozy. Mais je crois que pour la conformation d'une nouvelle classe moyenne chilienne, ce modèle d'exportation, c'est aussi un imaginaire en termes des icônes, des personnages qui au moins concrétisent ce matérialisme. Et c'est Piñera, justement, l'idée qu'on peut faire aussi, on est milliardaire, mais aussi professeur. Donc, il y a un capital symbolique aussi important. Il a participé à la CEPAL, c'est pas seulement, on dirait, Berlusconi, c'est pas une ignorante... professeur de quoi? En économie. Donc, il a fait ses études à Harvard. Donc, aussi, si on parle des images et de l'importance aussi
on réussit à un niveau économique, mais aussi on se préoccupe pour la nation parce qu'on éduque, il est des professeurs aussi à plusieurs universités. Donc, c'est un nouvel, on dirait, profil aussi de la droite, en séparant l'idée qu'on peut faire la croissance, la modernisation, et laisser au côté l'aspect répressif que l'image de Pinochet donnait. Et cette rationalisation et cette modernisation, c'était entre autres à partir justement des entreprises, et que donner la participation à ces classes moyennes qui voient la modernisation en la forme de la consommation, en la forme aussi d'ascension sociale. Donc, c'est le message que c'est, je crois, un des éléments du vote qu'il a donné à Piñera. Il faut dire aussi que les électeurs n'ont pas mis tous leurs œufs dans le même panier. Ils ont voté donc à 51,6% pour Piñera, mais au Sénat, la concertation de gauche a toujours la majorité et le premier groupe parlementaire à la Chambre des représentants. Donc, je pose la dernière question, Ryan Condesa. Est-ce que vous entrevoyez qu'avec ce nouveau président, il y aura essentiellement une continuité des politiques ou un virage important? Et si oui, quelle serait, disons, la politique publique symbolique ou importante qui montrerait un changement? La continuité est assurée. En quelque sorte, un modèle économique néolibéral qui a été hérité du gouvernement autoritaire a été déployé tout au long des gouvernements de la concertation. Donc, il ne peut pas y avoir un changement de ce point de vue-là. L'insertion du Chili à l'international non plus. C'est une image très haute qui, même, il vient de rentrer il y a moins d'un mois à l'OCDE, à Paris. Il y a aussi une continuité en quelque sorte et qui explique, à mon avis, pourquoi Piñera est là aujourd'hui. C'est qu'il faut dire que pour le référendum et avant le référendum, Piñera a toujours été en faveur du non. C'est-à-dire, il ne voulait plus Pinochet. C'est ça. Donc, on parle toujours du référendum de 89. De 88. Ou de 88, où il fallait dire reste-t-il ou part-il. Voter non, c'était dire à Pinochet de partir. Et Piñera a voté non. C'est ça? C'était dire à Pinochet de partir et de faire pour la première fois les élections libres, n'est-ce pas? Donc, c'est dans la mémoire collective. Ça veut dire, ce n'est pas que les militaires ou les extrémistes de droite qui sont pour le oui, pour Pinochet, mais il y a aussi une droite beaucoup plus plurielle, plus diverse, plus démocratique elle aussi. Et un symbole important a été lorsque le 60% des votes ont été scrutés, lorsque Mme Bachelet, ça a été télévisé partout au Chili et à l'international, félicite Piñera, n'est-ce pas, formellement, et Piñera lui dit « Nous avons besoin de vous, 20 ans de concertation, c'est une expérience que nous n'avons pas, que nous n'avons jamais eue, et nous avons besoin de vos conseils. » Alors, de ce point de vue-là, oui, il y aura continuité et on s'attend à que plusieurs personnes de la concertation puissent être présentes. Ce qui est important aussi, c'est que le 13% des personnes qui travaillent pour l'État au Chili ne peuvent pas changer d'un jour à un autre. C'est sûr. Alors, Ryan Condesa, merci beaucoup d'avoir participé à cette entrevue. Jorge Pantaleón, anthropologue, merci beaucoup. Cynthia Milton, historienne. Et nous écoutons, grâce à vous, Santiago del Nuevo Extremo nous interpréter Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Nous sommes de retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cerium, et nous allons parler dans ce dernier segment d'Avatar, le film qui est maintenant le plus lucratif de l'histoire du cinéma. Et vous savez, le problème avec la façon dont on calcule maintenant le succès des films, on calcule les entrées, c'est-à-dire les billets vendus, au lieu du nombre de spectateurs. Alors, s'il y en a un parmi vous qui connaissez le nombre de spectateurs, on aimerait le savoir. Tout ce qu'on connaît, c'est le chiffre des entrées. Alors, on peut dire que c'est peut-être pas le plus vu, mais c'est le plus lucratif. En tout cas, c'est déjà un événement. Et cette semaine, à l'émission, nous allons nous poser la question, est-ce qu'Avatar est un film politique?
Et pour en parler, j'ai avec moi Christine Fréchette. Christine, merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Alors, Christine, vous êtes coordonnatrice de la chaire États-Unis, la chaire d'études politiques et économiques américaines. CPA. CPA, et donc unité du Cerium. Et vous avez vu ce film américain réalisé par un Canadien, James Cameron, dont un certain nombre de scènes ont été d'ailleurs fabriquées ici à Montréal par nos cracks des effets spéciaux. Mais vous avez lu pour nous certains échantillons de la polémique politique qui se passe, surtout aux États-Unis, mais pas seulement, sur le sens à donner à ce film. Alors, d'abord, décrivez le film du point de vue d'un des critiques. Alors, je vais reprendre la description de John Podhoretz, qui est un des critiques que l'on peut positionner à droite. Alors, il décrit le film comme suit. Il dit « L'histoire est basée sur un soldat américain qui est envoyé, on est en 2154, qui est envoyé sur la planète Pandora pour se faire ami avec le peuple bleu. » Alors, pour y parvenir, comme l'air est toxique sur Pandora, on télécharge sa conscience dans un immense corps bleu qui fait 10 pieds de haut. Mais une fois téléchargé dans ce nouveau corps, le soldat en question, Jake, trouve le peuple qu'il doit aller rencontrer totalement renversant. Il est ébahi, ébloui, séduit. Au sens propre et figuré. D'une part, parce qu'ils les trouvent tellement verts, au point que c'est dommage que leur peau soit bleue, parce qu'ils sont si écolos, si écologistes, si intégrés à cet environnement. Et un exemple, en fait, de cette relation fusionnelle qu'ils ont avec leur environnement, c'est que lorsqu'ils chassent, lorsqu'ils tuent un animal, ils pleurent, ils s'en désolent. Et ça montre leur supériorité, vous voyez, par rapport aux humains. Bon, c'est pas Podhoretz qui parle, là. C'est pas Christine Fréchette. C'est ça. Mais parce que vous le rendez tellement bien qu'on sent la passion. Ah, vraiment, là. Je le vis. Alors voilà. Il rappelle aussi que le peuple bleu vit sous un immense arbre. Et alors que notre Jake, notre soldat américain, se fait ami avec le peuple bleu, une bataille éclate parmi les humains. Parce qu'un groupe de scientifiques veut en connaître davantage sur ce fascinant peuple, alors que leur employeur, une méchante compagnie américaine, n'a qu'une idée en tête, aller exploiter le minerai qui se trouve sous cet immense arbre qui est en fait la grande maison du peuple bleu. Et d'ailleurs, ces soldats sont des mercenaires. Ce n'est pas l'armée américaine, c'est une armée privée embauchée par la compagnie minière. Voilà, et qui veut exploiter le minerai donc sous l'arbre qui est appelé durant le film Unobtainium. Ce que l'on pourrait traduire par ne l'obtient pas, Nium. Oui, c'est ça. Impossible à obtenir, Nium. Impossible à obtenir, Nium. Ouais. Alors, donc nos mercenaires veulent que la tribu des Bleus bouge de là et ne laisse que 3 mois à une approche que je qualifierais de diplomatique pour réussir à déloger le peuple en question, faute de quoi les bulldozers et l'attaque massive surviendra. Si on veut y aller d'une approche plus positive de la description du film, on peut référer à la vôtre, en fait, Jean-François, où vous vous rappelez qu'il s'agit d'une fable donc sur la destruction de l'environnement et sa défense. Le film porte en fait sur des Américains qui veulent ravager une forêt extraterrestre pour y creuser une mine, ce qui représenterait un peu notre côté obscur qui sommeille en chacun de nous. Et la tribu indigène, elle vit de manière synchrone avec la nature et représente ce que nous souhaiterions être. Et il y a dans le film, par certains personnages, le passage dans la peau de Na'vi, donc c'est... du peuple bleu. Le peuple bleu, c'est ça, qui représente en quelque sorte la capacité qu'a l'humain de se transformer. Ça, vous avez lu ça sur mon blog. Effectivement. Je suis vraiment flatté que vous me citiez, alors continuez. Bon, alors si on s'en remet aux critiques, commençons par John Nolte. John Nolte est un critique de film, particulièrement à droite. En fait, il a été un des premiers à dénoncer le film pour son côté anti-américain. Alors, son verdict est assez clair. Avatar est une grande fantaisie ennuyante, anti-américaine et politically correct. En fait, pour lui, le film est carrément un cliché à thon. Infesté de personnages unidimensionnels et prévisibles. Il voit dans le film, en fait, une allégorie critique de l'Amérique, notamment l'Amérique qui a mené la guerre à l'Irak. Et d'ailleurs, on reprend dans le film même le nom de la stratégie là, qui a été utilisée par l'armée américaine, Shock and Awe, choc et stupeur, c'est-à-dire une stratégie de domination rapide qui vise à vraiment effrayer l'ennemi pour, en fait, annihiler sa volonté même de combat. Donc, oui, certains parallèles peuvent être faits. Et il dit, en fait, qu'au final, c'est une fantaisie simpliste et révisionniste dans laquelle, si vous aimez les méchants,
c'est-à-dire l'Amérique, vous pardonnerez au film le fait d'être totalement prévisible. Alors, on peut passer maintenant à la critique qu'en a fait John Podhoretz, qui est le fils d'un des intellectuels néoconservateurs les plus connus aux États-Unis, Norman Podhoretz, qui est considéré comme l'un des pères fondateurs du néoconservatisme. Alors, M. Podhoretz, son verdict est très clair également. Pour lui, c'est un des films les plus stupides qu'il ait vu. Le film, en fait, n'est qu'une longue et pénible critique de l'armée américaine. C'est un film, en fait, qui fait montre d'une haine des militaires et des institutions américaines et qui glorifie la notion à l'effet que c'est peut-être pas si cool, au fond, que d'être humain. Pour ce journaliste qui est à droite, sur l'axe politique américain, la finale d'Avatar est particulièrement indigeste parce qu'elle ne demande rien de moins au public que de souhaiter la défaite des Américains face aux troupes des insurgés. C'est intéressant que non seulement il le critique, le film, pour son message politique, mais il le trouve nul aussi. Et il refuse de dire, ben, c'est dommage que le film soit efficace parce que son message est mauvais, selon leur point de vue, mais ils disent les deux. Le film est mauvais et son message est mauvais. Oui. Et le contexte dans lequel ce film est sorti irrisse d'autant plus M. Podhoretz parce qu'il dit, vous savez, nos GI sont en train de se faire tuer en notre nom, au nom de la liberté en Afghanistan, en Irak. Alors, c'est vraiment pas le moment de sortir un tel film dans un contexte pareil. Il y a par ailleurs Armand White, de la New York Press, qui a fait également une critique assez négative. Il faut voir que ce monsieur a été réélu récemment président du New York Film Critics Circle, donc le cercle des critiques de films de New York. Il faut voir, à cibler un petit peu le personnage, on dit de monsieur White qu'il est monsieur le monsieur qui s'inscrit systématiquement au contraire de la vague dominante. D'accord. Donc, il est à l'inverse, à l'opposé, en fait, de l'ensemble du consensus et des critiques en général. Donc, on a titré après que sa critique est parue « Good news for Avatar, Armand White hated it ». D'accord. Donc, si lui le déteste, ça va bien aller. C'est ça. Mais dans le temps qui reste, Christine, alors ceux qui en disent du bien pour des raisons politiques, qu'en disent-ils? Alors, ceux qui en disent du bien, bien, vous avez parmi les politiques de ce monde le président Evo Morales, le président de Bolivie, qui est le premier président d'origine autochtone, qui a salué Avatar, en fait, pour sa puissante démonstration de résistance au capitalisme et pour la lutte et la défense de la nature. J'ai pas vu de déclaration de Hugo Chavez. Ben oui, c'est ça me surprend. J'ai cherché. Et peut-être Fidel Castro n'a pas encore vu le film non plus. Non. Ensuite, il y a Adam Cohen du New York Times, qui lui dit que, dans le fond, l'aspect 3D du film est le véritable personnage principal de ce film-là, mais néanmoins, il salue le message politique du film en disant que ce film est porteur d'un message anti-impérialiste, que c'est une sorte de version 22e siècle du colonialisme américain, une version mise à jour des luttes coloniales. Et en fait, il dit que le film réfère à un principe bien connu des pratiques totalitaires, à savoir qu'il est plus facile d'opprimer ceux que l'on ne connaît pas. Parce qu'il faut voir que les mercenaires, eux autres, ne veulent pas savoir ce qui se cache derrière ce peuple, comment il fonctionne, contrairement aux scientifiques. Donc, la morale est à l'effet que il faut percer, en fait, la façade de ce peuple-là et voir ce qui se cache, les valeurs qui se cachent derrière le peuple bleu. Et c'est là un appel à l'ouverture. Un appel à l'ouverture, au respect de la différence. Pour terminer, il y a un professeur de cégep québécois qui a fait publier ces derniers jours une opinion dans le journal Le Monde, du moins sur son site Internet. Qu'avait-il à dire? Alors, ce monsieur Pierre Desjardins, donc... pour lui, le verdict se veut, en fait, le film se veut une super production sur l'expression de l'idéologie guerrière. Donc, celle de la guerre dite juste, ou si l'on veut, celle de la guerre entre le bien et le mal. Mais pour M. Desjardins, c'est totalement... C'est une ode à la guerre. Que ce soit la guerre, que ce soit la résistance ou l'oppression, le fait que le peuple bleu se défende, pour lui, c'est répréhensible. Oui,
Et en fait, il est factice pour M. Desjardins de penser qu'il y a des bons et des méchants, au sens où, systématiquement, lorsqu'un peuple se défend, il le fait pour des raisons qui sont valables à ses yeux. Donc, il est faux de prétendre qu'il y a systématiquement des bons et des méchants. Pourtant, c'est un concept que l'on retrouve dans passablement de films. Je pense que, alors, le professeur Desjardins ne doit pas regarder beaucoup de films américains. Non. Christine, c'est tout le temps que nous avons. Écoutez, ça montre que Avatar est un film qui, à la fois au niveau cinématographique et à la fois au niveau politique, suscite les passions, des passions très, très, très vives. Alors, fait couler de l'encre. On suggère aux gens d'aller le voir, même oui, si, en 3D. En 3D. C'est particulièrement intéressant même pour les si effets effectivement, spéciaux, on peut critiquer le scénario, la faiblesse du Ouais. scénario. Moi, je ne me suis pas ennuyé, vous? Moi non plus, Bon. pas du tout. J'ai bien apprécié. Mes enfants non plus. Et pour terminer, ben, on va vous faire entendre la chanson du film par Leona Lewis, I See You, ce qui n'est pas anodin parce que dans le film, expliquez-nous pourquoi on dit I See You. Alors, quand il y a reconnaissance de l'autre entre les membres du peuple bleu, on dit I see you. I see Donc, you. c'est une Tu façon veux dire que dire, non seulement je te vois, je te respecte, je te comprends. Je t'accepte dans ton intégralité. Voilà. Alors, merci beaucoup, Christine, d'avoir fait ces lectures pour nous. Et on écoute Leona Lewis, I See You. Darkness, breathing hope of new life. Now I live through you and you through me, enchanting. I pray in my heart that this dream never ends. I see. Si vous êtes intéressé aux livres dont nous avons parlé ou aux biographies des personnes que nous avons interviewées, vous allez sur le site serium.ca, cliquez sur Planète Terre et vous pourrez avoir ces informations. Par ailleurs, vous y verrez aussi les annonces des conférences publiques qui s'en viennent au Serium. Elles sont ouvertes. Nous vous invitons à venir y assister. Vous pouvez aussi voir sur le site les vidéos des émissions précédentes de la série Planète Terre. Je remercie l'équipe technique, Luc Laflamme, Ognian Guerguiev et Jean-François Da Silva Larue. Et je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Après 3 ans d'école d'été, c'est toujours aussi bien, c'est vraiment, l'atmosphère est sympathique. C'est une chance vraiment unique pour nous de pouvoir essayer de parsemer encore plus notre éducation. Peut-être c'est le thème qui a rendu l'ambiance décontractée, mais en tout cas propice à l'apprentissage. J'apprends énormément de choses sur mon propre travail. Je trouve que c'est enrichissant. Et les messages, les nuances qu'on essaie de faire passer sont vraiment très très bien intégrés par les étudiants. Au bout d'un moment, il se crée une espèce de communauté, ce qui fait qu'on a un certain nombre de questions qui, même si elles ne sont pas au programme, viennent traiter dans le cadre des discussions. Je me rends expert moi-même en faisant ça.